Et là, ils m'ont proposé d'être le photographe pour suivre tous les Grands Prix, l'aboutissement d'un rêve, en fait, qui n'était pas un rêve au tout début, mais qui était devenu un peu un rêve quand même. Tout ça, c'est une grande famille, en fait, notamment avec les Français, enfin, les équipes Renault et Ligier. Et on se retrouve à manger ensemble le soir au restaurant, à Buenos Aires. On filait à la plage, à Rio, pour profiter un peu. D'ailleurs, les pilotes, c'était pareil. Hein. Il y avait très peu sur des briefings. Il y a Didier Pironi, c'était à Long Beach, je me rappelle. Il vient vers moi et il me dit Bernard, voilà, je vais me marier, j'aimerais bien que tu fasses les photos de mon mariage. Donc bon, j'étais flatté, quoi. J'étais ravi, bon, même si c'était pas trop ma tasse de thé. Je demande à mon ami Eric qui était attaché de presse chez Renault, est-ce que tu crois que je pourrais monter, m'accrocher sur la voiture? Et lui bon, il était encore plus fou que moi, donc il me dit ouais, ça doit être possible et tout. Et me voilà harnaché sur le capot moteur de la voiture. Alain Prost m'a embarqué, sachant qu'il fallait qu'il roule doucement. Ça devient moins authentique, hein, moins sympathique, puisque la Formule 1 se professionnalise énormément. Déjà, nous les photographes, petit à petit, on ne va plus du tout dans les garages. On n'a plus l'accès, on reste derrière des barrières. Bonjour Bernard, Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi dans ta galerie à Bandol, où tu exposes une grande partie de tes souvenirs et tes photos que tu as pu prendre au cours de ta carrière. Pour vous faire rapidement l'histoire de Bernard, c'est un photographe de Formule 1 qui a couvert plus de 500 Grands Prix en 40 ans. C'est une véritable encyclopédie numérique que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui. Donc Bernard, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, alors effectivement, tu m'as déjà présenté, mais j'ai débuté la Formule 1 d'une manière régulière en 79, mais sachant que j'avais vu mon premier Grand Prix bien avant, en 1973, alors que j'étais élève à l'école de photo des Gobelins. Et pour revenir plus encore en arrière, à partir de mes années des 14-15 ans, j'étais motard, enfin j'étais aspirant motard, on va dire. Je regardais les belles Honda dans les vitrines du concessionnaire près de chez moi. Et dès que j'ai eu une mobilette, j'ai commencé à aller me rendre sur des courses de moto, à Montlhéry notamment, puisque c'était ce qu'il y avait de plus près. Et puis plus tard, des courses d'automobile, évidemment. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et petit à petit, par différents concours de circonstances et de rencontres, ça m'a amené à la Formule 1. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir photographe de Formule 1? Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'était la photo qui m'intéressait avant tout. Donc, quand j'ai tanné mes parents après la troisième pour intégrer cette école de photo des Gobelins. Ils n'étaient pas très chauds. Donc, j'ai continué ma seconde. Ensuite, finalement, ils m'ont laissé passer le concours. J'ai été reçu. Donc, ils m'ont laissé le choix. Donc, ça, c'était super. Et à partir du moment où j'étais dans cette école de photo, il y avait eu des photos de Formule 1 qui étaient distribuées dans les stations-service Elf, en fonction du plein qu'on faisait. Donc je demandais à mon père d'aller faire le plein chez Elf. Moi, au tout début, j'avais 14 ans, j'empruntais le vélo Solex de mon grand-père pour faire le plein d'1 litre de mélange, et pour avoir une photo. Et ces photos, elles étaient magnifiques. C'est Elf qui était à l'initiative de cette campagne de marketing, on va dire. Donc une initiative de M. Guitère, François Guitère, donc, qui était le grand patron du marketing et de la communication de chez Elf. Et c'est lui aussi qui est à l'origine des écoles de pilotage, des fameux volants Elf, pilotes Elf de l'école Winfield, et de toute cette filière des pilotes français des années 80, 70-80. Et donc ces photos, elles étaient très belles. Ça représentait surtout des matras, en fait, à l'époque, avec Jackie Stewart, Pescarolo, il y avait Johnny Serreuse-Gavin, je me rappelle, Jean-Pierre Beltoise, évidemment. Et il y a notamment une de ces photos en particulier qui était faite en studio. Donc on avait les 4 portraits de pilotes casqués avec une lumière de studio. Elle était faite par Just Jekin, ou Just Jekin, on peut dire, qui s'est fait connaître plus tard pour avoir réalisé le film Emmanuel. À l'époque, il faisait des photos publicitaires. Et moi, comme j'étais dans une école de photo, j'avais appris un peu l'éclairage, le studio. Voilà, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, j'aimerais faire ça. Donc, ce n'était pas forcément de l'action et de la course. Et donc, pour en revenir à mes expériences de course de moto, j'ai fait des photos un jour pour un concours de photos organisé par un magazine de moto, où j'ai gagné un prix.
Et puis ce prix n'arrivant pas chez moi dans ma boîte aux lettres, enfin chez mes parents, au lieu de téléphoner, je me suis rendu au magazine qui avait organisé le concours pour réclamer mon prix. Et là j'ai vu que l'ambiance était plutôt sympathique. Et donc je me suis arrangé pour récupérer le prix en question, qui était un petit téléobjectif, Soligor pour la marque, je me rappelle. Et du coup, ça m'a donné envie d'y retourner dans ces locaux, parce que l'accès était facile, on rentrait un peu comme dans un moulin là-dedans, tout le monde rigolait, voilà. Et dès que j'ai refait des photos de moto, c'était un motocross, je me rappelle, à Orly, je suis allé montrer mes photos au rédacteur en chef du magazine de moto, qui a retenu une de mes photos, qui a été publiée tout de suite après. C'était ma première publication dans un magazine de moto. Et après, bon, il s'est encore passé du temps. Je suis parti aux États-Unis quand j'ai terminé mon école de photo. Mon père qui travaillait dans une société dont la maison mère était aux États-Unis, à Détroit, avait organisé un stage pour moi. Et donc j'ai fait ce stage pendant 6 mois. Et dès que j'avais du temps libre, les week-ends, j'allais faire des photos d'un peu de tout, mais aussi d'automobile et de courses automobiles. Et un jour, je suis allé à Michigan Speedway, donc c'est un ovale, pas loin de Détroit. Et là, il y avait une rencontre, une course de IROC, c'est la course des champions, entre pilotes américains et pilotes de Formule 1. Donc des pilotes de Formule 1 que je connaissais à peine, puisque les Français n'étaient pas là. Il y avait Ronnie Peterson, il y avait Emerson Fittipaldi, Jackie Stewart n'était déjà plus pilote, lui il était commentateur de télévision. Donc là, j'ai fait des photos, je les ai proposées à Échappement, qui ne savait pas quoi en faire, parce que c'était pas le magazine ne traitait que des courses nationales, mais ils les ont, Échappement, Pierre Pagani les a transmises à un autre magazine qui s'appelait Scratch et qui en fait allait devenir Auto Hebdo. Et encore un an plus tard, entre-temps j'avais fait mon service militaire au service photo des armées. À 18 ans À 18 ans, non un peu plus tard, à 19 ans, à Ivry, au fort d'Ivry. Et donc là, c'était une année un peu perdue, on va dire, parce que j'avais coupé tout contact avec ce milieu-là et je n'avais pas fait de nouvelles photos de moto ni d'automobile. Mais un jour, je me rends au journal rue de Lille, là, cette fameuse rédaction du groupe Michel Hommel, pour dire bonjour, en fait. Pour dire bonjour, voilà, je suis là, je suis dispo, j'ai terminé mon service militaire. Je cherche du travail accessoirement. Et là, ils me disent, mais c'est incroyable, c'est juste, aujourd'hui, on a mis une annonce hier et aujourd'hui, on voit les candidats pour un poste de laborantin. Donc laborantin, ça consistait, puisque les magazines à l'époque étaient principalement en noir et blanc, ça consistait à développer les films des photographes et faire des tirages noir et blanc. Et c'est pas ça que je cherchais, moi je rêvais quand même déjà d'être photographe, mais je me suis dit, bon, je mets un pied dans ce groupe, il y a plusieurs magazines. Peut-être qu'il y aura une chance pour moi. Voilà, ils vont lancer un magazine de sport automobile hebdomadaire, donc il y aura peut-être une chance que je fasse un jour des photos. Et c'est ce qui s'est passé au bout de 3 semaines. Un jour, ils cherchaient un photographe, et moi j'ai levé la main, j'ai dit ouais, je suis là. Et voilà, j'ai commencé à faire des photos et après j'en ai fait pratiquement toutes les semaines. Tu as saisi l'opportunité, ouais. Et donc c'est lequel le premier Grand Prix que tu as couvert? Alors là, c'était pas encore la Formule 1. Là, évidemment, à Auto Hebdo, on me proposait déjà de faire des photos des essais des voitures, puisqu'ils essayaient des voitures sportives. Et puis, le premier petit reportage qui touchait au sport automobile, c'était d'aller visiter les ateliers d'une équipe de Formule 2, qui était l'équipe où courait Jean-Pierre Jabouille, de Elf, s'appelait Elf Switzerland, Formule 2. Donc c'était juste des photos des ateliers. Et puis c'est seulement au mois de juillet au mois de mai, ils m'ont envoyé à Monaco. Pas tellement pour la Formule 1, mais pour couvrir les courses annexes. Et même chose au Grand Prix suivant de France, qui était au Paul Ricard. Et donc là, pendant ces 4 années-là, 3 ans, on va dire, jusqu'à 78, j'allais au Grand Prix de Monaco, j'allais au Grand Prix de France. Et ensuite, parallèlement, j'étais allé sur mes vacances voir des Grands Prix à Long Beach, parce que je rêvais de voir la Californie. Donc je suis allé à Long Beach à mes frais, mais sur mes vacances, mais accrédité malgré tout par le journal, par Auto Hebdo. Donc là j'ai suivi ces 2 Grands Prix de Long Beach. Et puis là où tout a vraiment démarré, c'est fin 78, le journal m'envoie au Grand Prix de France et ils me disent là cette fois tu peux te consacrer à la Formule 1 parce qu'on a un projet et il faut que tu fasses des photos, tu peux te lâcher en fait. Et là, j'ai fait des belles photos, je me suis lâché comme ils m'avaient proposé. Et en fait, ils ont sorti un hors-série. Et ce que je ne savais pas, que c'était ce hors-série
spécial Grand Prix de France 78. C'était un numéro 0, en fait, un test pour le futur magazine Grand Prix International qui allait sortir début 79 et qui allait être consacré uniquement à la Formule 1. Et là, ils m'ont proposé d'être le photographe pour suivre tous les Grands Prix. Donc, à partir de 79. 79, tout frais payé, salarié, de partir avec un journaliste en binôme. Voilà, donc c'était l'aboutissement d'un rêve, en fait, qui n'était pas un rêve au tout début, mais qui était devenu un peu un rêve quand même. Qui l'est devenu. Voilà. Et donc 79, c'est la première saison que tu couvres en entièreté. Voilà. C'est 79, c'est dès le début de la saison. Il y a 2 victoires 100% françaises, Ligier, Lafitte. Est-ce que tu peux nous raconter justement donc, c'était premiers pas sur une grande saison complète. Comment était l'ambiance là-bas justement sur ces 2 premiers Grands Prix? Alors déjà, oui, effectivement, comme tu le dis, on a une chance incroyable avec Eric Batt, le journaliste, c'est qu'on arrive dans la Formule 1 qui est plutôt dominée par les Anglais en fait, jusqu'à ce moment-là. Et là, 2 victoires successives de Jacques Lafitte, de Ligier, une équipe française, un moteur français, des pneus français, enfin tout, plus le Renault qui quand même progresse, qui fait souvent des pôles positions et qui va bientôt gagner plus tard. Donc c'est génial, donc il y a un engouement extraordinaire. Et puis nous les 2 petits, moi le photographe, le petit journaliste, on a quoi, 22, 23 ans. On est bien reçus parce que la petite communauté française, elle est très restreinte. Hein. Il y a que très peu de journalistes et de photographes. Et puis tout ça, c'est une grande famille en fait, notamment avec les Français, enfin, les équipes Renault et Ligier. Et on se retrouve à manger ensemble le soir au restaurant à Buenos Aires. Et c'est là que là, c'est le moment de parler de Jacques Lafitte qui signe sa pole position à Buenos Aires. Alors là, je ne me souviens plus si c'était après la pole ou après la victoire. Mais bon, on se retrouve à une grande table avec tous les Français, les journalistes, les photographes, les radios. Je crois qu'il y avait France Inter. Et là, Jacques, grand seigneur, invite tout le monde. Et non, c'était super émouvant, quoi. Et puis voilà, c'était parti pour une belle saison. Puis il y avait il me semble, les serveurs qui voulaient pas trop parler ou alors qui voulaient pas trop de... Oui, alors ce moment-là, juste particulièrement dans ce restaurant là qui s'appelait l'Estancia, les Argentins étaient très, très discrets et très pudiques. Et on avait été surpris parce que pendant tout le repas, personne n'était venu embêter Jacques pour demander des autographes ou quoi que ce soit. Et c'est seulement quand on s'est levé pour quitter le restaurant que tous les Argentins à table et les serveurs se sont levés et ont applaudi, quoi. Donc c'était un très beau moment, très émouvant. Et tu l'as relevé un petit peu avant. L'autre fait marquant, 79, c'est Renault, sa victoire à Dijon et son moteur turbo. Ouais. Jabouille qui gagne sa première course de F1. Il me semble que tu étais là à ce moment-là et tu étais donc juste derrière la voiture de Jabouille quand il est sorti. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment était pareil l'ambiance à ce moment-là? Alors il se passe 2 choses à ce Grand Prix-là. Et c'est effectivement Jean-Pierre qui va gagner son premier Grand Prix pour lui et pour Renault en fait. Et donc tous les photographes professionnels, parce que là maintenant on commence à être un peu nombreux, puis en plus on est au Grand Prix de France, donc il y a beaucoup de presse européenne et française. Et moi, comme tous les autres, on rejoint le podium assez rapidement, quelques tours avant la fin de la course, pour être là pour la première victoire de Renault et de Jean-Pierre Jabouille. Mais à côté de ça, il se passe plein de choses sur la piste. Il y a ce fameux duel entre René Arnoux et Gilles Villeneuve pour la 2e place, que très peu de photographes ont pu capter finalement. Et bon, j'ai pu récupérer une photo par un collègue qui lui était resté en bord de piste. Mais sinon, pour revenir à l'attente de la voiture de Jabouille au début, j'étais donc au podium, mais en fait, ça a été une telle pagaille que tout le monde a envahi la piste, enfin toute l'équipe et les journalistes, dès que la voiture a franchi la ligne d'arrivée, enfin après le tour d'honneur. Et moi, je me suis retrouvé un peu dans la bousculade, un peu à l'arrière de la voiture. Et donc, finalement, j'ai eu un angle différent où je vois donc Jean-Pierre qui sort de la voiture. Moi, je suis derrière, donc je l'ai de dos. Mais ce qui est sympa, c'est que autour de lui, je vois des gens comme Jean Todt, comme son épouse à l'époque Geneviève, des journalistes qu'on connaît, des ingénieurs. Je crois qu'il y avait, on ne sait pas, Jean-Pierre Boudy sur ma photo, Daniel Champion, le chef mécano. Donc finalement, j'ai eu un angle sympa, des képis de gendarmes en premier plan qui situent un peu l'époque et tout ça. Donc, voilà. Et puis c'est un pilote français qui gagne en France, une voiture 100% française, enfin, c'était un moment fort, on en parle encore aujourd'hui. Ouais. Et
Et là, je voudrais revenir après, plus tard, c'est en 82. Tu me l'as dit toi-même avant cette interview. C'est un peu ton année au sommet, enfin une des années au sommet que toi tu as pu faire en Formule 1 te concernant. Il y a donc cette fameuse photo embarquée, la première, celle que tu fais avec Alain Prost. C'est ça. Alors oui, 82, c'est bon, déjà c'est ma troisième, quatrième année de Formule 1. Donc au début, c'est vrai que j'étais un peu, j'avais pas trop le niveau. J'aurais pas dû le dire à l'époque. Enfin, je l'aurais pas dit à l'époque, mais mes photos n'étaient pas extraordinaires. Bon, j'ai progressé petit à petit. Et 82, là, je pense que j'arrive vraiment à un bon niveau. Et puis en plus, je commence à être un peu reconnu parce que ce magazine Grand Prix International est traduit en 5 langues. Donc nous, on le distribue allègrement dans les paddocks. Et du coup, je commence à être un peu connu dans ce milieu-là. Et donc 82, oui, il se passe plein de choses. Pour en revenir à la notoriété, par exemple, il y a Didier Pironi. C'était à Long Beach, je me rappelle. Et il vient vers moi et il me dit: Bernard, voilà, je vais me marier le mois suivant, quoi, au mois de mai ou juin. Est-ce que j'aimerais bien que tu fasses les photos de mon mariage? Donc j'étais flatté, quoi. J'étais ravi. Bon, même si c'était pas trop ma tasse de thé de faire des mariages. Ouais. Mais là, bon, c'était sympathique et c'était en plus des bonnes conditions. Donc me voilà à suivre, à partir avec José Dolem, son cousin, en petit avion à Nogaro, enfin, pour le mariage qui se passait à Eugénie-les-Bains. Ensuite, cette même année, bon, c'est une année un peu dramatique aussi, parce que cette même année, au Grand Prix du Canada, Didier Pironi cale au départ, et donc il y a un Italien, Riccardo Paletti, qui vient le percuter et qui perd la vie. Donc ça, c'est le début des drames de cette année-là. Un peu plus tard, il y a une mésentente entre lui et son ami Gilles Villeneuve à Imola, et donc a priori Didier Pironi ne respecte pas les consignes de course et ne laisse pas gagner Gilles Villeneuve, donc du coup ils se fâchent. Ils sont fâchés, et le Grand Prix suivant, on peut imaginer que c'est lié. Gilles Villeneuve perd la vie en qualification, en voulant améliorer son temps, et sûrement battre Didier Pironi. Et puis, cette même année, donc ensuite, il y a le Grand Prix d'Allemagne, où peut-être Didier Pironi, perturbé aussi par tout ça, a un grave accident en qualification sous la pluie et se brise les chevilles, les jambes, donc se retrouve hospitalisé. À ce moment-là, en plus, il est certainement très perturbé parce que son mariage est déjà consommé. 3 mois plus tard. Les photos que tu avais prises. Ouais, les photos que j'avais, je me souviens très bien, je n'avais pas fini parce qu'à l'époque je m'occupais de tout, des tirages qu'il m'avait commandé lui et sa femme pour offrir à tout le monde, et j'avais pas fini de leur donner tous les tirages. Donc, et tu as fini de distribuer finalement ou... je les ai donnés à sa femme, mais je ne savais pas trop qu'à ce moment-là, c'était au Grand Prix de France, que c'était déjà fini leur relation en fait. Il avait rencontré Véronique Jeannot, et voilà, c'était ça l'histoire, et voilà. Donc les photos, malheureusement, je pense qu'elles ont dû finir à la poubelle. Malheureusement, oui. Ouais. Et il y a aussi, en 82, il me semble, c'est Nelson Piquet, qui est chez Brabham. Et il ne demande pas l'avis de Bernie Ecclestone. Ouais. C'est ça? Alors, oui, avant la question, là, tu évoquais le fait que je sois monté sur la voiture d'Alain Prost. Oui. Ça, c'est l'été 82, donc au mois de... Ouais, c'était un peu avant le Grand Prix de France, je crois. Où là, pour Renault, donc j'avais mon ami journaliste Eric Batt, avec qui j'avais suivi mes premiers Grands Prix, il était devenu attaché de presse chez Renault F1. Et donc, moi, je rêvais de faire des images comme celles de Alain Boinard. Alain Boinard, c'est le cinéaste qui mettait des caméras 16 mm sur les Formule 1. Il travaillait pour Elf, donc on voit beaucoup ces images-là sur les documentaires. Elles sont souvent signées Afava, c'était le nom de sa société. Donc il fixait des caméras sur la Tyrrell 6 roues de Patrick Depailler, sur les Tyrrell, sur les voitures avec Jackie Stewart, avec les Renault aussi. Il me semble que ces images-là, elles étaient tournées pendant les essais privés, oui, c'est ça? Oui, c'était en général avant que les essais débutent. Parce qu'ils ne prenaient pas trop le risque de rouler avec les autres voitures, quoique quelquefois ils l'ont fait aussi pour avoir justement des effets de dépassement. Et moi je rêvais de faire des images identiques, mais je n'étais pas bricoleur pour installer des trucs comme ça, et les radiocommandes, c'était pas encore développé, ça n'existait pas. Et donc du coup je demande à mon ami Eric, qui était attaché de presse chez Renault: est-ce que tu crois que je pourrais m'accrocher sur la voiture?
Et lui bon, il était encore plus fou que moi, donc il me dit ouais, ça doit être possible et tout. Et je pense que c'est Jean Sage qui a donné son accord. C'était une séance d'essai privé à Dijon. Et voilà, me voilà harnaché sur le capot moteur de la voiture. Les mécanos, pour me sécuriser, m'ont mis un espèce de petit harnais symbolique, un peu, sachant que je pouvais me retenir à l'arceau de sécurité. Alain Prost m'a embarqué, sachant qu'il fallait qu'il roule doucement. Donc il roulait à environ 60 km/h. Et on a fait un tour à Dijon. J'avais mes 2 boîtiers en bandoulière avec deux films de 36 poses, hein, puisque c'était de l'argentique. Donc ça me permettait de varier les angles, de faire du vertical, de l'horizontal. Et ces photos-là, une fois publiées dans le Grand Prix international, bon, c'était nouveau, quoi. Et j'ai été voir Nelson Piquet lors d'une séance d'essai au Paul Ricard, donc quelques mois plus tard. Et je lui ai montré ce que j'avais fait avec Alain Prost, qui était un peu son rival. Donc je lui ai dit, voilà, est-ce que tu crois qu'on pourrait faire la même chose Je veux faire la même chose. Avec toi sur la Brabham? Et il me dit, oui, pas de problème, on le fait ce week-end. Je ne sais pas si on l'a fait le jour même ou le lendemain, mais il n'a même pas demandé avec les Stones, qui était le patron de l'équipe. Et il a pris sur lui et il a dit au mécanicien, j'emmène Bernard faire un tour sur Paul Ricard. Et du coup, ça a été ma 2e caméra embarquée, passager embarqué. Et tu sors ce magnifique cliché avec un coucher de soleil, c'est ça? Voilà, au circuit Paul Ricard. Paul Ricard. Et tu parlais tout à l'heure des accrochages qu'il y avait pu voir dans cette saison 82. Ouais. Il y a eu aussi Arnaud et Prost au Grand Prix de France. Alors ils ne sont pas accrochés, mais ils sont brouillés, ouais. Ils sont brouillés un peu comme Gilles Villeneuve et Didier Pironi auparavant. Donc ça c'est juste après cette photo-là, un peu plus tard. Et donc au Grand Prix de France 82, où effectivement, il y a des consignes de course. S'il y a un des pilotes qui est devant l'autre, notamment il fallait favoriser Alain Prost qui était en tête, qui était mieux placé au championnat, dont l'issue était encore quand même lointaine. Et René Arnoux avait pas mal d'avance sur Alain Prost et il n'a pas laissé la place, il n'a pas laissé gagner, ce qui était un peu normal, mais en fait il n'aurait jamais dû y avoir ces consignes de course. Oui. Voilà, et du coup là ils se sont fâchés. Auparavant, je ne sais plus si on l'a évoqué, non, il y avait eu au Grand Prix de Belgique l'accident de Gilles Villeneuve. Donc là j'étais pas là, ça s'est passé aux qualifications, là ça a été un peu... Je me rappelle surtout de ce silence, cette chape de plomb sur le circuit. Voilà, plus personne parlait. C'était assez triste. C'était très triste, même si moi j'avais pas eu trop de rapport avec Gilles Villeneuve, qui était très, très réservé, très discret, plutôt même timide. Comme moi j'étais aussi timide, donc voilà. J'ai pas eu l'occasion de trop le côtoyer. Pour parler de choses un peu plus joyeuses, ouais. Tu refais, il me semble, des photos de mariage 2-3 ans plus tard. Oui. Ouais, alors ça c'est 4 ans plus tard, ouais, à peine, 3-4 ans plus tard. Donc là, oui, c'est une histoire amusante. En fait, donc j'étais toujours dans mon idée de monter sur des voitures pour faire toujours. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait après avec Edith Cheever, j'ai fait avec Yannick Dalmas dans ces années-là. J'ai fait avec Jacques Lafitte sur la Ligier. Et ça faisait 1 an, plusieurs mois, enfin de nombreux mois que je demandais à Ron Dennis de monter sur la McLaren avec Alain Prost pour avoir le complément, le pendant de ce que j'avais déjà fait chez Renault. Il m'avait jamais dit non, il me disait ni oui ni non, mais bon, il savait que j'étais demandeur. Et un jour, il cherche à me joindre pour que je fasse les photos de son mariage. En fait, donc, au début, c'est un intermédiaire qui avait fait la demande. J'avais dit non, je ne souhaitais pas faire encore des photos de mariage. Et en plus, ça devait se passer le 31 décembre. Et puis finalement, je le rencontre par hasard à une soirée Shell, une soirée de remise de prix. Et là, il me tombe dessus. Moi, je ne sais pas trop mentir. Donc, il m'explique qu'il aimerait bien. Bon, ça, c'était grâce à la petite notoriété que m'avait donné ce magazine. Qu'il aimerait bien que je sois le photographe de son mariage. Et il m'amadoue gentiment en me disant voilà, ça sera un très beau mariage dans un château, ça sera éclairé avec des bougies, tu pourras faire des images comme tu veux, comme dans le film Barry Lyndon. Carte blanche. Ouais, carte blanche. Et là, je lui dis, ouais, mais les photos de groupe, ça, moi, c'est pas trop mon truc. Il me dit, non, mais t'inquiète pas, il y aura un autre photographe pour faire ces photos-là. Et puis, pour finir, cerise sur le gâteau, il me dit, et promis, l'année prochaine, tu pourras être embarqué sur la McLaren avec Alain. Alors là, il a respecté ça. Et il a respecté. 7 ou 8 mois plus tard, c'était pendant l'été à Silverstone, j'ai pu monter sur la McLaren. Et
après 85, donc peut-être que ces photos de mariage elles t'ont donné envie de faire de arriver dans d'autres Oui, métiers. Tu prends un peu plus le large pour plusieurs raisons, mais notamment parce que ce que tu me disais, tu trouves plus le même enthousiasme à aller couvrir des grands prix. exact. Alors c'est vrai que c'est pas les photos de mariage avec Non, non. Pironi ou Rod Denis qui m'ont donné envie de passer à autre chose, en tout cas surtout pas vers la photo de mariage. Mais par contre, c'est vrai que le magazine en question, Grand Prix International, s'était arrêté, faute de moyens, de mauvaise gestion, enfin bref, c'était pas rentable. Et moi, j'avais quand même décidé de continuer la Formule 1 tout seul parce que bon, voilà, je m'étais construit les relations et je savais que je pouvais travailler correctement, même sans le magazine derrière moi. Mais parallèlement, je m'étais installé à Paris dans un autre appartement où j'avais repris un studio photo d'un photographe. Et je me suis dit, eh ben, pourquoi pas me lancer dans le studio. De toute façon, c'est tout ce que j'avais appris à l'école. Et essayer de faire de la mode aussi. Donc j'ai un peu lâché la Formule 1 pour me diversifier. Donc à partir de ces années-là, j'ai commencé je n'ai plus suivi une seule saison complète en fait. Et par contre, tu continues à faire tout ce que tu fais, tout ce que tu viens de nous dire, mais tu retournes un petit peu quand même à la F1, tu fais quelques grands prix, et notamment tu étais là en 94 à Imola. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce week-end cauchemardesque, dramatique pour la Formule 1? Oui, alors effectivement, bon, c'était un week-end spécial qui démarrait déjà mal avec un grave accident pour Rubens Barrichello qui se casse le bras, excuse-moi. Ensuite, le lendemain, il y a eu un accident encore plus grave, puisque mortel, avec l'Autrichien Roland Ratzenberger, qui se tue. Donc une ambiance un peu Mossad, un peu bizarre pendant tout ce week-end. Et puis finalement, le jour de la course, l'accident d'Ayrton Senna. Alors, contrairement à l'habitude, à Imola notamment, où d'habitude je faisais toujours le départ un peu après la grille, cette année-là, il y avait Jean Alesi qui ne participait pas, parce que je ne sais plus pourquoi, il avait un problème physique. Et un magazine m'avait demandé d'être avec lui, de faire des photos de Jean Alesi à l'épingle de Tossa, donc un peu plus loin en piste. Donc j'ai fait ces photos-là, et après j'ai vu arriver les voitures avec Senna en tête, et puis suivi par Michael Schumacher, quelques tours, et puis là tout d'un coup, l'arrêt de la course, puis l'arrivée d'un hélicoptère. Et là, les haut-parleurs, on n'entendait pas bien, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et moi, j'ai compris que la course était arrêtée, qu'il allait y avoir un nouveau départ, donc j'ai commencé à marcher pour faire les photos du prochain départ. Et là, je suis passé à l'intérieur, où j'ai vu l'hélicoptère qui était sur la piste, à travers des grillages, mais j'étais un peu loin, donc j'ai vu que l'hélicoptère, finalement, je ne voyais même pas la voiture. Donc on pouvait imaginer que c'était quand même un peu grave. Et puis bon, finalement, la course repart. Moi, je me remets plus vers le départ. J'avais fait le deuxième départ, d'ailleurs, d'une manière classique. Et là, toute la course normale, à l'époque, on n'avait pas les nouvelles en direct comme maintenant. Et puis arrive le podium, où là, je vois Schumacher, enfin tous les vainqueurs qui montent sur le podium. Donc on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Personne n'est au courant à ce moment-là. Non. Il y a eu vaguement des annonces on ne connaît pas son état de santé en fait. On pense qu'il est blessé, on ne sait pas. Et là, moi j'avais mon avion, un charter qu'on avait à Bologne. Il fallait vite, après le podium, filer au parking. J'étais tout seul, récupérer ma voiture de location. Et là, en courant dans le paddock, je croise un mécanicien Williams. Donc je lui demande rapidement comment va Ayrton. Et il me dit, ça n'a pas l'air grave, il a le bras cassé. Voilà. Donc je suis un peu rassuré, je me dis, bon, je file à la voiture. Et là, je me souviens plus si c'est dans l'autoradio ou en arrivant à l'aéroport. Je pense que c'est à l'autoradio que j'apprends la mort de Senna à l'aéroport. Et là, on était dans un avion, on était presque tous toute la communauté française, les journalistes, les équipes françaises. Dans le charter, on n'entendait plus un bruit, quoi. C'était vraiment très... Tout le monde était très choqué, quoi. Et moi le premier. Et d'ailleurs, je ne suis pas allé au Grand Prix suivant à Monaco. Je ne me sentais pas d'y aller, quoi. L'ambiance devait être très très maussade, bizarre. Ouais. Et moi, j'aimerais juste que tu m'avais montré deux photos
dont une, celle que tu prends avec Barrichello un samedi, après il a le bras cassé, Ouais, avec Senna. ouais. Cette photo-là, tu la prends, tu es dans les paddocks. Comment ça se passe? Comment tu immortalises l'instant? En fait, j'avais toujours l'habitude de traîner un peu le soir, en fin de journée, déjà pour la belle lumière, souvent dans les garages, et puis toujours dans l'idée que peut-être j'allais tomber sur l'un ou l'autre des pilotes dans son garage en train de regarder sa voiture ou autre, ce qui se passait souvent d'ailleurs avec Ayrton Senna, et souvent d'ailleurs avec les grands, curieusement. Je pense à Michael Schumacher, je le voyais souvent très tard avec les mécanos à regarder la voiture. Bon, pareil avec Senna, et ce soir-là, il discutait avec son ingénieur et il avait eu la visite de Barrichello avec son bras dans le plâtre. Et là, je pense qu'ils étaient en train de parler de sécurité, puisque c'était un des gros soucis d'Ayrton Senna et de nombreux pilotes d'ailleurs. Et donc, j'étais là, c'est parmi mes dernières photos de lui. Après, j'en ai refait le dimanche matin, puisqu'il y avait le warm-up encore à l'époque. Et donc, c'est des photos, qui prennent une importance quand on connaît les circonstances. Bien sûr. Après, quoi. Et il y a une photo aussi qui m'avait beaucoup marqué, c'est celle où tu prends un spectateur qui est avec un journal, et puis il y a marqué en italien « Tragédie à Imola ». Ouais. Je ne sais plus si c'était le samedi ou le dimanche que tu prends cette photo-là, le dimanche matin. Ouais, ça doit être le dimanche matin, parce que si le journal est sorti, donc c'est que la veille, il y avait eu la mort de Ratzenberger. Donc, et il y avait ce spectateur qui avait effectivement appuyé à une barrière et il avait posé son journal sur la barrière et on lisait bien le titre « Tragédie à Imola ». Et là, c'était un peu mon réflexe de photojournaliste en fait, parce que je travaillais quand même principalement pour les médias, les magazines. Et quand j'ai vu ça, évidemment, je n'imaginais pas que par la suite il allait y avoir encore un accident mortel. Donc, mais déjà, ça permettait d'illustrer le décès de ce pilote, alors que j'avais aucune photo de cet accident. Donc pour moi, j'essayais toujours dans mes photos de faire ce genre d'image. Ensuite, en 96, il me semble que tu en as un peu marre de la Formule 1. Tu décides de partir à New York, c'est ça? Oui, alors en fait, il n'y a pas eu qu'en 96. Comme on l'a dit précédemment, il y avait déjà eu 84-5 quand le magazine s'est arrêté. J'ai toujours eu des moments de lassitude, en fait, assez rapidement. J'avais toujours besoin d'essayer autre chose. D'ailleurs, sur d'autres Grands Prix, on n'en a pas parlé, mais sur d'autres Grands Prix précédents, pour me motiver, j'avais essayé des appareils grand format, des moyens formats, qui n'étaient pas du tout adaptés au sport automobile. Tu cherchais des moyens de te divertir? Ouais, voilà. Un moment, j'avais fait aussi des images avec un appareil panoramique, donc pareil, qui n'était pas non plus très adapté pour ce genre de photos. Et effectivement, en 96, fin 95, j'ai toujours eu un rêve d'aller séjourner à New York. Et je me dis, allez, je pars un an, je fais une année sabbatique, je vais à New York pendant un an. Finalement, je suis allé que 6 mois, pour différentes raisons. Et pendant ce temps-là, je me suis beaucoup promené, j'ai démarché un peu avec mon book, mais c'était très compliqué. Ouais, tu démarchais déjà des agences? Des agences de publicité, des agences de mannequins, des magazines aussi. Et puis finalement, c'était très compliqué de rencontrer les gens. Et puis j'ai interrogé mon répondeur, parce qu'à l'époque ça se faisait encore comme ça, à distance, mon répondeur à Paris. Est-ce que j'ai du boulot? Oui. Et là, il y avait souvent des messages à Bernard, est-ce que tu es dispo la semaine prochaine? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Est-ce que tu pourrais nous faire ça? Et puis bon, souvent j'étais obligé de refuser, évidemment. Et puis à un moment, je suis revenu une fois en mars quand même pour faire un travail important. Du coup, j'en ai profité pour voir un Grand Prix. C'était le Grand Prix d'Europe, au Nürburgring. Après, je suis retourné à New York et ensuite, j'ai refait un Grand Prix à Montréal. Et puis après, en juillet, je suis rentré en France parce que déjà, je voyais tout le travail que je ratais, que je manquais. Je voyais qu'à New York, ça décollait pas vraiment. Et voilà, donc j'ai abrégé, mais ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a bien remotivé. Pour la suite? Ouais, pour la suite. Mais sauf qu'en 96, tu as loupé la victoire de Panis. Voilà. Alors là, oui, là, j'étais fou, là, j'étais vert parce que je ne pouvais pas regarder les Grands Prix à la télé. J'avais pas la chaîne payante, là, c'était ESPN, je crois. Donc j'étais allé dans un bar de sport, comme ça se fait aux États-Unis, avec des grands écrans. J'avais même demandé à voir la Formule 1 parce que sinon ils montraient que du baseball et du football. Mettez-moi un peu de Formule 1. Ouais, et j'étais tout seul à regarder ça. Et là, je vois la victoire d'Olivier Panis qui m'échappe, photographiquement parlant. Ah ouais. Ouais. Et tu
Donc là, on arrive fin des années 90. Mm. C'est un peu le début du passage au numérique. Comment toi, Ouais. tu le vis en tant que photographe? Ouais, alors moi, fin 90, j'ai quelques confrères qui s'y mettent, mais moi, je suis réticent. Donc j'attends encore jusqu'à 2003 ou 2004 avant d'y passer vraiment, parce que je vois que ça va être indispensable. Déjà, à l'époque, il fallait numériser les argentiques, les mettre sur des CD pour aller les donner au magazine, donc c'était plus possible, quoi. Et donc je me lance là-dedans, et finalement j'y prends goût, parce que je fais les deux pendant 6 mois, et après je passe complètement au numérique, ce qui a complètement bouleversé notre travail, quoi. En fait, en clair, ça nous a enlevé beaucoup de stress, puisqu'il n'y avait plus le souci du rapatriement des films, Bien sûr. surtout quand on était loin, où des fois on donnait même nos pellicules à des passagers inconnus, ou, Ah à oui ou à des pilotes non qualifiés le samedi soir, quand on était au Brésil ou en Argentine ou autre, pour qu'ils nous ramènent les films, pour que quelqu'un au journal, enfin un correspondant se charge de les faire développer et de les amener ensuite dans les magazines, pour gagner du temps en fait. Et donc ça a été l'avantage du numérique, de ne plus avoir ce souci-là, mais par contre, on était obligé de travailler tard le soir, jusque même à 11h, minuit, le dimanche soir, pour traiter les photos je dis bonjour à quelqu'un, traiter les photos sur l'ordinateur. Et du coup, ça avait aussi enlevé une partie du charme de ce travail que j'avais auparavant. C'est-à-dire que, je repense toujours au Brésil, on terminait les essais, il n'y avait plus grand-chose à faire. Moi, je restais 1 heure à faire quelques photos, mais à 16 ou 17 heures, on filait à la plage à Rio pour profiter un peu, et le soir, pareil, profiter d'aller au restaurant, etc., quoi. Et même un peu donc avec les pilotes aussi. Vous fréquentiez plus les Oui, pilotes oui, à oui, l'époque. oui. Ah oui, oui. D'ailleurs, les pilotes, c'était pareil, hein. Et ils s'attardaient très peu sur des briefings. Ça, c'était un ensemble, en fait. Le numérique, Internet, l'électronique, les débriefings des pilotes, ils étaient très, très brefs. Mhm. Et du coup, les pilotes, ils profitaient, ils allaient jouer au golf, pour n'en citer qu'un, où on allait faire les fous dans les vagues à Rio, ou aller faire d'autres choses. Enfin bref, des belles années. On profitait des voyages, quoi, beaucoup plus. Et donc tu l'as dit, tu passes au numérique à peu près vers début des années 2000. Ouais. Et au moment où tu commences à travailler pour Renault, c'est Ouais. ça? Je recommence parce que j'avais déjà pas mal travaillé avec eux dans les années turbo. Bon, là, c'était des tirages avec l'argentique. Et effectivement, donc début des années 2000, là, je suis dans une période où en fait, j'ai beaucoup de chance. Parce qu'il y a une période un peu creuse à la fin des années 90 où par chance, grâce à mes démarches précédentes, j'ai une agence de publicité qui me fait travailler sur des catalogues de motos pour Honda pendant 10 ans. Ça dure 10 ans, donc ça me permet de financer mes saisons de Formule 1, puisque je finançais tout moi-même. Et malheureusement, ça s'arrête. Et là, j'ai une chance. L'année suivante, j'ai Renault qui revient en Formule 1. Donc, ils ont une nouvelle organisation. Et là, on me propose de travailler pour eux, d'avoir un contrat pour quelques courses. Je ne suis même pas obligé de faire tous les Grands Prix, donc ça me convient parfaitement. Et là, on me redemande de faire des caméras embarquées avec la voiture d'Alonso, par exemple. Mais pas au-dessus cette fois-ci. Mais là, je ne m'assois pas sur la voiture. Plus de sécurité. Voilà. Et là, je fixe des appareils radiocommandés. Et j'en reviens à ces années où donc, il y a le passage au numérique. Il y a même aussi un autre aspect, c'est la F1 qui change un petit peu, beaucoup plus de marketing, beaucoup plus de célébrités dans les paddocks, etc. Les consignes des équipes changent un petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors effectivement, ces années-là, ça devient moins authentique, hein, moins sympathique, puisque la Formule 1 se professionnalise énormément. Déjà, nous, les photographes, petit à petit, on ne va plus du tout dans les garages. On n'a plus l'accès, on reste derrière des barrières, à moins de travailler pour une équipe. Ce qui est un peu mon cas avec Renault, mais où, pareil, l'accès est quand même limité. Et on ne peut plus avoir vraiment affaire directement avec les pilotes, parce qu'il y a des barrières, il y a des attachés de presse, il y a des managers. Donc surtout pour les journalistes, finalement, pour avoir une interview, ça devient de plus en plus compliqué. Et même maintenant, je crois que c'est encore pire depuis qu'il y a eu la période Covid, tout se fait en visio.
c'est quasiment impossible d'avoir une interview one-to-one comme ça l'était à l'époque, et encore moins avec un photographe, parce que du coup, l'équipe va fournir son photographe, enfin va fournir ses photos. Et si le magazine ou le média demande vraiment à venir avec son photographe, ils vont lui dire non, nous on va vous les faire les photos. Ouais, et puis on le voit aussi beaucoup, il y a des pilotes qui ramènent eux-mêmes leurs photographes, voilà. Qui sont souvent des amis et qui prennent des clichés d'eux et qui les relaient sur les réseaux sociaux. Voilà. Ce qui leur permet d'avoir le contrôle de leur image aussi, voilà. parce que ils veulent se voir en bonne situation, pas grimaçant, pas ceci, pas cela. À l'époque, ils nous laissaient faire, quoi, les pilotes. Bon, si jamais, tu peux peut-être refaire 1 ou 2 mariages. Oui, voilà. Non. Et est-ce que tu te sens un petit peu dépassé par tout ça à ce moment-là? Oui, on va dire au moment un peu avant que j'arrête. Donc j'ai arrêté vraiment d'une manière régulière en 2015, 2016. Je me sentais un peu dépassé par rapport au numérique. Ouais. Pas pour la prise de vue en elle-même, mais pour le traitement des photos, surtout pour la vitesse en fait, parce il faut aller très vite maintenant. Et en fait, les grandes agences et les photographes ne contrôlent plus leurs photos. Et moi, j'aime bien suivre ma photo, la travailler, la recadrer. Voilà. Et là, maintenant, si on veut travailler vraiment professionnellement pour un client, pour une écurie, on ne peut plus faire comme ça, quoi. C'est impossible. Il faut envoyer ses photos au plus vite, et du coup, il faut qu'il y ait un opérateur qui travaille les photos pour le photographe. Donc, qui n'a plus le contrôle, quoi. Parce que les photographes maintenant ont un boîtier, c'est ça, qui envoie directement. Il y a des petits boîtiers Wi-Fi qui permettent d'envoyer les photos non seulement à un opérateur sur le circuit, mais aussi à l'agence à l'autre bout du monde. Donc, tout en instantané. Ouais, tout en instantané. C'est le monde d'aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, j'ai pas été habitué à ça, donc ça me convient beaucoup moins. Et c'était pour moi le moment de lever le pied, quoi. Et aujourd'hui, il me semble que tu es en plein travail de numérisation de tes archives, de tes 40 ans, même plus, de sport auto et autres. Le travail doit être forcément fastidieux. Quels sont tes projets, à part ces numérisations-là, qui doivent déjà prendre énormément de temps? Oui, alors bon, c'est vrai que j'ai plus de 500 000 diapositives qui sont stockées chez moi, qui remplissent deux pièces pleines. Et donc je passe du temps à numériser petit à petit des sujets différents, et puis aussi des commandes qu'on me fait, soit pour des magazines qui traitent de sujets historiques, et puis moi aussi pour alimenter des photos pour la galerie ou pour les différentes expositions que je peux faire, parce que je fais quelques expos ou salons chaque année, notamment Rétromobile par exemple, ou Époque Auto à Lyon. Et puis là, depuis quelques années, donc j'ai fait une rencontre avec un éditeur, Lionel Lucas, donc les éditions Red Runner, et on est parti on a déjà fait 3 livres ensemble. Chaque livre représente un pilote. Donc le premier, ça a été Michael Schumacher, ensuite Jacques Lafitte, ensuite Mario Andretti, et là je travaille sur le prochain. Donc je suis en train de numériser plein de photos sur Ayrton Senna, sachant que j'en avais déjà numérisé beaucoup, puisque ça va être mon 3e livre sur Senna, mais sauf que celui-là, il va être spécial parce qu'il va rentrer dans le cadre de la collection. Et donc c'est un travail énorme, mais du coup ça me motive vraiment pour avancer dans ces numérisations qui ne seront jamais terminées en fait. Qui ne seront jamais terminées, mais... Pour moi, oui, parce que j'aurai jamais le temps de tout faire. Ouais. Même si je sélectionne, hein. Sur un Grand Prix à l'époque où je faisais 1000 diapositives, j'en numérise grand maximum une centaine. Et sur tes 500 000 diapositives, laquelle tu garderais, laquelle tu es le plus fier? Ouh là là, une seule, ça va être difficile. Bon, il y a celle que je garderais peut-être, si je devais en garder qu'une, c'est la caméra embarquée d'Alain Prost, puisque c'est ma première. Et puis ça a été un peu ma marque de fabrique, on va dire, puisque j'ai renouvelé ça très souvent, et encore même récemment, il y a encore quelques années, j'ai reconstitué un duel avec deux ligiers de Jacques Lafitte et Patrick Depailler à Charade, donc c'est assez récent, et d'ailleurs j'avais gagné un prix avec. Et donc ça serait cette photo-là. Après il y a un portrait de Senna que j'adore, qui est derrière toi, donc que tu vas sûrement montrer à l'image. Et puis il y a cette photo-là de Jean Alesi, qui est tout triste d'avoir cassé sa Benetton. J'ai la photo de Elio De Angelis aussi, que j'aime bien, où je l'avais fait poser. C'était une grosse journée d'attente et de patience pour arriver à ce résultat.
Il y en a plusieurs. Oui, il y en a quelques-unes. Ouais. Alors, il faudrait que j'en garde au moins une dizaine. Il y a l'accident de Monaco, qui n'est pas pour moi une belle photo, mais c'est une photo, c'est ma photo la plus publiée. Ok. Elle a été publiée plus d'une centaine de fois, voire peut-être 200, j'en sais rien. J'ai jamais compté, mais bon, c'est cet énorme carambolage au départ du Grand Prix de Monaco 80, où il n'y a pas eu de blessés, donc tout s'est bien terminé. Elle est un peu spectaculaire. Et il y a d'autres photographes qui l'ont faite, mais bon, la mienne, je pense qu'elle a été bien diffusée. Merci beaucoup Bernard de ce bel échange. Merci à vous. J'espère que ça aura plu à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent. J'espère. Merci de ta disponibilité et puis on espère te retrouver et retrouver tes clichés dans les futurs livres que tu vas publier. Voilà, puis rendez-vous pour ceux qui viennent en vacances à Bandol, où j'ai une petite galerie. J'y suis pas toujours, mais voilà, ils peuvent m'envoyer un message et je viens. Et l'été, j'y suis quand même de temps en temps, donc ça permet de montrer un peu mon travail et mes livres. On mettra tout ça dans les descriptions, vous inquiétez pas. Super, merci beaucoup. Ouais, merci.